J'ai le plaisir de vous présenter Emmanuelle Favre de Genève. Juste vite sur la personne, elle a étudié biologie et écologie de la végétation à Genève et elle a fait un master à Grenoble, à l'université de Grenoble en France. Et depuis 10 ans, elle est à l'Office cantonal de l'agriculture et de la nature au Cannes à Genève. Et là, elle est responsable du programme FLORE. Donc, elle, évidemment, elle est la personne clé lorsqu'il s'agit des mesures de conservation pour des espèces, comme des réintroductions. Donc, elle est jeune, elle est motivée et elle est ambitieuse, et c'est pour ça qu'elle est là. Et je ne la vois pas encore. Donc, Emmanuelle, est-ce que tu es là? Ah, voilà, elle est là. Je suis là. Super. Alors, Emmanuelle, tu as la parole. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci pour la présentation. Alors, jeune et ambitieuse, je ne sais pas, mais si tu le dis, je te crois. Alors, Andreas m'a demandé de vous parler des conditions cadres pour l'introduction des espèces. Alors, j'aime autant vous avertir tout de suite que ça va être un petit peu pénible, mais accrochez-vous, ça va bien se passer. Alors, pour commencer, on va parler d'introduction. Pour moi, il y a deux cas de figure pour les introductions. Le premier, c'est les cas qui ont été présentés avant, donc c'est les introductions qui sont faites dans le cadre de plans d'action, donc pour des espèces qui sont rares, menacées, prioritaires. Et le deuxième cas que j'aimerais aborder en fin de présentation, c'est les introductions liées à des aménagements. Donc, je vous ai mis en bas des figures sur les futurs aménagements mobilité du canton de Genève. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de projets qui sont en cours et j'aimerais bien qu'on discute de ces aspects-là qui, pour moi, sont encore un petit peu sous-traités. Donc, je vous disais, les conditions cadres, on va partir du niveau fédéral pour aboutir au niveau cantonal. Au niveau fédéral, tout est cadré par la loi sur la protection de la nature. Donc, je vous ai ciblé quelques articles de loi. On ne va pas les lire ni quoi que ce soit. Vous aurez la présentation pour travailler dessus. Mais en gros, la loi sur la protection de la nature dit que des mesures appropriées doivent être mises en place pour éviter que des espèces animales ou végétales disparaissent. Cette même loi introduit aussi la notion d'atteinte, c'est-à-dire que s'il y a des atteintes d'ordre technique qui ne peuvent pas être évitées sur des espèces, l'auteur de l'atteinte doit prendre des mesures particulières pour éviter la perte des individus. Le Conseil fédéral, enfin la Confédération, peut aussi réacclimater des espèces qui ne vivent plus à l'état sauvage en Suisse et peut, par certaines mesures, sous certaines conditions, limiter ou interdire la production d'espèces. Donc, dans le cas de renforcement et d'introduction, est-ce qu'on est dans ces conditions-là? Personnellement, j'ai l'impression que non, mais à voir. Donc, en gros, au niveau de la législation fédérale, personnellement, ça n'engage que moi, je trouve que c'est bien fait. On a des lois qui sont là pour cadrer les choses, mais qui laissent une large marge de manœuvre aux cantons. C'est-à-dire que c'est les cantons qui savent quoi faire et qui effectuent ces tâches sur leur territoire en fonction des objectifs qu'ils ont à leur échelle. L'autre aspect positif que je vois, c'est que la Confédération donne la marge de manœuvre aux cantons, mais elle ne les laisse pas pour autant complètement démunis face aux mesures à prendre. Elle les soutient financièrement via la RPT et prend en charge 50% des coûts pour la mise en œuvre de ces mesures. Pour ce qui est du Conseil fédéral qui peut se prononcer sur des espèces absentes ou éteintes en Suisse, j'ai l'impression que c'est principalement pour des introductions d'animaux. Donc, personnellement, je ne me suis pas tellement posé cette question, mais à voir si vous avez d'autres expériences sur le sujet, c'est volontiers. Au niveau fédéral, on a aussi évidemment la chance d'avoir InfoFlora, qui est notre organisme de connaissances à l'échelle nationale, qui a d'abord un rôle d'expertise, travailler sur la liste rouge, les listes prioritaires, et qui oriente les cantons sur leurs responsabilités et les espèces sur lesquelles il sera intéressant qu'ils travaillent. Dans le cadre de la RPT, qui est donc financée par la Confédération, InfoFlora joue un rôle très important parce que c'est avec eux qu'on peut discuter des espèces sur lesquelles le canton va travailler pour la période citée. On discute des espèces qui sont prioritaires pour la Confédération, mais en même temps, on a une discussion qui est ouverte sur les réalités cantonales. Ça permet d'avoir un consensus, en fait, sur les espèces qui vont être traitées dans le cadre de la RPT.
ce qui permet en final de déposer le programme à l'OFEV. Infoflora a aussi émis tout plein de recommandations pour la conservation des espèces. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici. Je vous ai mis le lien dans la diapositive, vous pouvez regarder ça, il y a tout plein d'informations. Mais on arrive à un niveau technique qui est assez détaillé, notamment sur les populations qui doivent être considérées, les conditions environnementales à prendre soin et à étudier. Donc ça, on a beaucoup d'informations qui sont disponibles sur le site d'Infoflora et qui permettent de nous aider quand on n'est pas forcément scientifique et qu'on n'a pas toute la littérature à disposition. Donc, si je conclue sur le niveau fédéral, on a cette marge de manœuvre qui est laissée par l'OFEV, on a le soutien de l'OFEV et on a Infoflora qui nous permet d'avoir le meilleur compromis possible et nous appuie techniquement et scientifiquement. Donc ça, c'est quelque chose qui, pour moi, marche très bien. Le seul petit bémol que j'ai pu trouver, c'est le manque de connaissance du programme des autres cantons. Si on n'a pas des journées comme aujourd'hui pour voir tout ce que fait Zurich, personnellement, je n'ai pas le temps d'aller voir ce que fait Zurich. Malheureusement, j'aimerais bien, mais je ne le fais pas. Après, pour pallier un petit peu ce manque, on a quelque chose qui s'appelle le niveau intercantonal, c'est les centres régionaux. Donc, depuis la RPT 2020-2024, c'est quelque chose qui est aussi soutenu par l'Office fédéral de l'environnement. Alors, je n'ai pas les chiffres de combien l'OFEV soutient ça, parce que c'est par rapport à la surface du canton. Donc, c'est vrai que Genève, on n'est pas forcément les mieux lotis d'un point de vue du soutien de l'OFEV pour ce genre de choses, mais ce n'est pas grave, on se débrouille autrement. C'est d'ailleurs quelque chose qui existe depuis 2006 en Romandie. Donc, on a la coordination romande pour la protection de la flore qui existe et qui représente une jointure entre les cantons de Genève, Fribourg, Neuchâtel, Vaud et Valais depuis quelques temps. Ça fait 2 ans que le Valais nous a rejoints. C'est actuellement le président, donc c'est une présidence tournante. Et il y a un expert par canton qui appuie les représentants cantonaux dans leur choix. Depuis cette année, donc à partir de 2021, on aura un super coordinateur qui coordonne les experts sur le terrain. Ce sera probablement Genève. Andreas, si tu m'entends. Ce niveau intercantonal, je vais faire une espèce de diapo qui représente un peu ce qui se passe à ce niveau intercantonal. Donc, c'est assez simple. On a l'OFEV via la RPT qui donne des orientations au canton. On a les experts de terrain qui travaillent avec Infoflora et qui connaissent les besoins à l'échelle de leur canton. On essaye de mutualiser tout ça et puis on travaille sur des espèces et des plans d'action coordonnés. En gros, les plans d'action coordonnés, on a un canton qui traite la partie générale du plan d'action, parce que la biologie d'une espèce, que ce soit à Fribourg ou à Neuchâtel, généralement, elle est assez proche. Et puis, chaque canton, après, rédige des fiches stations où là, on rentre dans les précisions du site en lui-même où l'espèce est présente. On a aussi l'idée, alors ça, c'est venu du canton de Vaud, sauf erreur, d'avoir un suivi coordonné de cette espèce. Donc, la méthodologie est encore en cours de finalisation. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Elle a été beaucoup travaillée avec M. Patet et Christophe Bornand, qui est là. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à vous adresser à lui. Il sera plus à même de répondre que moi. L'idée globale, c'est de pouvoir faire des suivis qui sont similaires sur les espèces et du coup comparables. Voilà. Donc, au niveau intercantonal, on a une mutualisation des ressources et des objectifs. Ça, c'est très bien. Comme ça, on économise un petit peu sur les frais. Et on a la connaissance de ce que fait l'autre. Très intéressant. Par contre, c'est sûr que ça demande un petit peu plus de temps que si on avance tout seul. Typiquement, pour le suivi coordonné, ça fait, je ne sais pas, je dirais gentiment 2 ans que… Ouais, 2 ans, peut-être un peu gentil. Mais ça fait quelques années qu'on travaille dessus. Et voilà, il est en train d'arriver. Tout ça n'empêche pas, évidemment, d'après, au niveau cantonal, de travailler dans son coin. Ce n'est pas juste, mais de faire ses propres mesures sur son territoire. Donc, à partir de maintenant, tout ce que je vais présenter est fait en collaboration avec les conservatoires et jardins botaniques de la ville de Genève, qui est notre partenaire scientifique avec lequel on discute des mesures que l'on va prendre. Donc, par rapport aux données scientifiques, le canton de Genève a défini certaines guidelines, on va dire, qui sont appliquées aujourd'hui, principalement sur le maintien des écotypes, où on va chercher à avoir à chaque fois des populations sources au plus proche de celles à renforcer. On a décidé qu'on aidait les espèces à se disséminer
on est sur un territoire qui est très fragmenté. La probabilité qu'une espèce qui reste en 3 localités à Genève trouve un nouveau site d'accueil toute seule, on a du mal à le croire, donc on intervient nous et on déplace nous les espèces. Et puis, on essaye évidemment de rétablir un réseau de sous-population, l'idée étant que chaque espèce ait au moins 5 sous-populations. Voilà, après, il y a différentes choses, mais je ne vais pas rentrer dans le détail de tout. En gros, on essaye d'adapter les bases, enfin, on essaye de travailler avec les bases théoriques. Sauf que les bases théoriques, elles nous disent ce qui est écrit là. Du coup, on les a un petit peu interprétées. Et c'est vrai que si on ne travaille pas sur les espèces qui ont moins de 5 populations, on ne travaille pas sur les espèces qui sont en danger critique d'extinction. Donc ça, techniquement, à Genève, on a décidé qu'on travaillait quand même sur les espèces en danger critique. Utiliser au moins 1000 graines, 1000 plantules, c'est avoir assez de place et de matériel à disposition. Qu'est-ce qu'on fait des populations fragiles si on écoute toutes les recommandations qui sont faites? Et puis les biotopes cultures, qui sont quelque chose pour moi de très intéressant, mais qui prennent une place qu'on n'a pas forcément toujours à disposition. Voilà, la question de la durée de vie des graines aussi, qu'on se pose régulièrement. Malgré tout, on essaye de mettre en application tout ça. Donc, par exemple, je vous ai cité là le plan d'action du laser de Prusse, où, alors j'étais rassurée d'entendre que c'est bien de mélanger les populations, c'est ce qu'on a fait, où on essaye de mélanger et les dates de récolte et les populations. Donc, pour le laser de Prusse, on avait 2 populations relictuelles, au Faverges et au Bois du Bouchet. On a créé 3 autres sous-populations en mélangeant les provenances des graines, avec des taux qui sont variables. Typiquement, voilà le résultat. Ensuite, sur la production de graines, on essaye de produire aussi plus de plantules. Donc ça, c'est les jardiniers des conservatoires et jardins botaniques qui font un super travail. On voit là les gracioles. Donc, ils nous ont produit 1800 plantules de gracioles qui ont été réintroduites. Pour la Samole, on a travaillé avec 750 plantules, par exemple. C'est très bien, voilà. C'est ce qu'on essaye de faire. Par contre, évidemment, ça ne se passe pas toujours comme on veut. Donc, des exemples de réussite, j'en ai. Là, je vais vous présenter un exemple un petit peu particulier sur le glaïeul des marais, qui est présent historiquement auprès de Faverges, sur le site de Presinges. Et on a voulu créer une nouvelle station juste à côté, avec des conditions qui nous semblaient vraiment similaires. On est dans la même topographie, on est dans le même degré d'humidité. Ça paraissait assez bien de faire un site là-bas. Par contre, on a dû passer par une restauration des milieux. Donc là, on a le milieu qui a été restauré, ouvert en 2011. On fait une gestion de ce milieu pour y développer un molignon. Donc en 2017, vous voyez la photo, ça n'a rien d'un molignon. Et en 2020, je devrais dire 2021, la photo date de mardi, on n'a toujours pas de molignon. Donc en parallèle de ça, on avait une culture au jardin botanique, donc encore une fois, les jardiniers qui avaient très bien travaillé. On s'est retrouvé avec des glaïeuls des marais qui se sont fait grignoter par des rongeurs, malgré toute la surveillance et tout le travail qui a été fait. Des exemples comme ça, j'en ai plusieurs. J'en ai pris celui-là, mais on a aussi le cas du Thalictrum flavum, où le premier entretien du milieu après la plantation, l'entreprise qui a fait les travaux a déposé le produit de fauche sur les thalictrums. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Donc, quand on fait des introductions, on a beau essayer de penser à tout, on a beau essayer de cadrer les choses du mieux possible, il y a plein de paramètres qu'on ne maîtrise pas, le premier étant le temps. Là, pour le glaïeul des marais, par exemple, eh ben, ça fait 10 ans qu'on attend et ça ne vient pas comme on imaginait. Voilà, je vous le disais en introduction, je voudrais aussi parler de, pour moi, la lacune principale, c'est les mesures d'urgence. Qu'est-ce qu'on fait dans le cas de chantier? Donc, en gros, à Genève, on a des statistiques qui montrent qu'on imperméabilise 4 terrains de football par mois depuis 2015. Mes collègues et moi-même, on a 2000 préavis qui nous arrivent par an avec des thématiques nature, on va dire, pas seulement flore.
Et puis, ma collègue Marie Bessa, qui est aussi là, qui fait un travail fantastique, m'a sorti des chiffres que sur 60 dossiers d'études d'impact sur l'environnement, on en a 40% qui concernent des mesures pour la flore. Les mesures pour la flore, en gros, on est souvent dans des histoires d'intérêt généraux, malheureusement, et réduire l'impact, c'est souvent déplacer les espèces. Donc, encore une fois, Marie a préparé tout un protocole pour les constructeurs de choses à prendre en compte et de mesures à faire pour déplacer et minimiser l'impact sur la végétation quand il y a des chantiers. En gros, après plusieurs expériences, on en est arrivé à des conclusions qu'on déplace évidemment seulement si le maintien n'est pas possible, mais évidemment que souvent on ne peut pas garder les plantes à leur place. On les déplace sur le site qui sont concernés par les travaux. Donc à Zurich, vous disiez que le déplacement en réserve naturelle était beaucoup plus sûr. On a fait ça au début, mais évidemment qu'à 60 dossiers par an, on ne peut pas à chaque fois déplacer sur les réserves. En tout cas, pas ici. Donc, on déplace les espèces en dehors des emprises chantiers sur un espace qui semble favorable, mais alors évidemment que c'est assez relatif. Pour les espèces annuelles, bisannuelles, on a une méthode où on récupère les graines à 100%, donc on ne se pose pas de question de maintien de la population en place, évidemment, vu qu'elle va être détruite, on prend tout. On prend sur tous les pieds, on prend toutes les graines, on les envoie à la banque de semences sous 7 jours, ça c'est une condition qui est dans le petit document que le constructeur doit signer. On essaye de conserver le substrat, de le remettre en place après travaux. Et puis, pour les vivaces, on les pique, on les prélève, on les déplace et on les replante. Tout ça, on le fait, mais on le fait un peu au feeling. C'est très compliqué pour nous de définir d'autres mesures un peu plus précises. Et notamment, là, j'ai cité une série de questions. Qu'est-ce qu'un site favorable? Comment est-ce qu'on fait un bon déplacement? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que déplacer la terre, finalement, c'est suffisant? Plutôt que d'essayer de récolter des graines, nous, on fait ceinture et bretelles, on prend des précautions, on fait les deux. Est-ce que peut-être déplacer le substrat serait suffisant? Comment on évite de se retrouver avec des données anciennes? Parce qu'on demande des relevés de la végétation à un temps T, mais des fois, un chantier va mettre 5-6 ans à se mettre en place. La végétation, elle bouge. Comment arriver à imposer que des mesures doivent être prises et mettre à jour des données avec les espèces actuelles? Et puis, comment est-ce qu'on fait? Parce qu'évidemment, les ouvertures de chantier arrivent tout au long de l'année. Donc, comment est-ce qu'on fait quand on est dans des périodes défavorables et que l'espèce n'est pas en graine, n'est pas visible et qu'on ne peut pas vraiment faire des mesures très précises? Voilà, je voulais ouvrir sur ce sujet parce que pour moi, c'est vraiment un sujet en soi et que les plans d'action, c'est quelque chose qui est évidemment très intéressant, mais il y a tout ce quotidien qu'il faut qu'on arrive à gérer parce que c'est quelque chose qui est de plus en plus présent et où on est un petit peu démuni pour savoir quoi faire comme il faut. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis disponible pour des questions.